Notre invité cette semaine, Thomas Mulcair. Thomas Mulcair, bonjour. Bonjour, Pascal. Bienvenue à Mémoire. Plaisir de vous voir. Est-ce que vous envisagiez déjà, ou vous êtes donné quand même un temps de flottement, là, de vous représenter en politique fédérale? La politique fédérale est venue vers moi. Le premier appel était d'un gars à Lévis, un anglophone, mais qui était dans le Parti vert d'Elizabeth May. Alors, c'était gentil comme appel, mais je ne voyais pas l'intérêt d'aller là-dedans, mais il était super gentil. Le deuxième appel que j'ai eu était, en fait, c'est une rencontre, très peu de temps après que tout ça ait lieu, avec un ami de longue date, Lawrence Cannon, avec qui j'avais sympathisé, travaillé, un gars pour qui j'ai énormément de respect. Et on se croise à l'aéroport, il me donne sa carte d'affaires, il barbouille à la main, il est ministre à Ottawa, il barbouille son numéro de téléphone perso cellulaire, il me dit « Avant d'accepter l'offre qui va venir des libéraux, appelle-moi ». Donc lui, il était au Conseil des ministres du Parti conservateur. Et on s'est parlé, et j'ai même eu des rencontres avec lui. Et quand c'est devenu très clair que Harper ne voulait rien savoir de l'accord de Kyoto, je n'allais pas me remettre dans un truc avec quelqu'un vous n'aviez pas quitté pour aller là-dedans. Mais ça n'empêche pas que j'ai encore beaucoup d'amitié pour Lawrence aujourd'hui. Mais entre-temps, les libéraux se sont essayés, un extrémiste, seulement quand ils ont su que j'allais m'annoncer avec Jack Layton. Alors, un des proches collaborateurs de Layton, qui a travaillé pour moi plus tard, me contacte. Il dit « Ça te tenterait-tu de rencontrer Jack Layton, similitude, machin? » Je dis « Avec plaisir. » Alors, on se parle une couple de fois et finalement, on a un souper. On s'est rendu jusqu'à Hudson, Vaudreuil, un resto qui était pour nous un bon bout vers Ottawa et pour lui et sa femme. À mi-chemin. Donc, un souper, Olivia Chow, aujourd'hui mairesse de Toronto, Jack, son mari à l'époque, évidemment, et Catherine et moi. Et Jack et moi, et Olivia et moi, ça a bien été. Mais c'est Catherine, ma femme, qui a un très bon pif. Après ce souper-là, elle me dit, ce gars-là est vraiment intéressant. Elle dit, c'est tellement proche de tes valeurs, continue de lui parler. On annonce que je vais être candidat avec Jack Layton et il me nomme son lieutenant québécois. Mais ce qui était intéressant, Pascal, c'est que à ce moment précis, sachant que j'allais déclarer avec le NPD, là, les libéraux fédéraux ont fait une offre. Et j'avais aucun contact avec eux autres et aucun intérêt d'aller avec eux autres. Et la personne qui m'a abordé, quelqu'un que je connais de longue date, je dis, ben, tu peux leur dire qu'ils vont avoir la réponse demain. Il dit, comment ça? Puis je dis, tu vas le savoir demain. Parce que je savais que le lendemain matin, on annonçait ma candidature dans l'élection partielle dans Outremont. Donc, ça a secoué un petit peu les colonnes du temple. Alors, je me souviendrai toujours d'un des proches amis qui était député avec moi en 94, la cohorte de ceux qui étaient nouveaux. Il m'écrit un mot très sympa, par ailleurs pour moi, mais il dit par ailleurs, donc comme ça, tu as décidé de mettre fin à ta carrière politique en te présentant pour le NPD dans Outremont. Et le sort a décidé autrement, contre toute attente. J'ai réussi à ravir cette forteresse libérale que j'ai été élu 4 fois finalement pour le NPD dans Outremont. Et c'est grâce à Jack qui avait mis le paquet. Le matin du vote, Pascal, il y avait 500 bénévoles rassemblés. Je suis allé les saluer. 7 heures le matin, 500 bénévoles pour aller mettre un petit carton sur chaque porte de la circonscription disant demain matin, ce matin, vous avez votre vote. Votre section de vote, c'est telle école, tel sous-sol d'église, de telle heure à telle heure. Pour mobiliser. Pour rappeler. Et là, ils ont passé, après ça, ils ont passé la journée à appeler, à sortir le vote. C'était toute une organisation. Je pouvais le reconnaître. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi bien. Puis vous avez dit que, je crois que c'est dans votre autobiographie,
Vous avez dit que le NPD n'était pas un parti, mais un mouvement. Oui, Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Puis qu'est-ce qui est différent des autres partis? si on regarde le fondement, donc on parlait à l'époque des années 20, on était dans la pire crise économique de l'histoire. Dans la prairie canadienne, donc les provinces, notamment Alberta, Mhm, Saskatchewan et Manitoba, c'était la dèche, la pauvreté la plus absolue. Et les producteurs agricoles se faisaient saisir leurs fermes par les banques, souvent basées dans l'Est du Canada. C'est là où s'est fondé tout un mouvement coopératif. Et il y avait souvent des prédicateurs protestants qui disaient à quoi bon, justement, pour moi, de sauver l'âme de quelqu'un s'il ne peut pas mettre du pain sur la table. C'est une vraie citation, ouais. ça. Donc, eux, ils ont travaillé avec toutes les forces vives du milieu pour bâtir ce mouvement coopératif, pour qu'il y ait des institutions qui puissent venir en aide aux gens. Le Québec demeure le meilleur foyer en Mhm, Amérique du Nord pour le mhm, mouvement coopératif. mhm. On pense au mouvement Desjardins et ainsi de suite. Quand je dis un mouvement, c'est issu de ça. Oui. Euh, Tommy Douglas est devenu le premier ministre de la Saskatchewan. Il a fait 3 mandats. Au début des années 60, il dit qu'il va fonder un nouveau parti, qui est le NPD fédéral, et tout ce qu'il avait mis en place, il faisait année après année des budgets équilibrés. Parce que les gens disaient, ce sont des socialistes, ça va être une Oui. catastrophe pour Mm. l'économie. Donc, il disait toujours, nous, on a une responsabilité au-delà de tous les autres partis politiques, ça doit être géré parfaitement. Mhm. Mais il a pris de front les médecins qui refusaient l'assurance maladie universelle gratuite que lui proposait. Ils se sont mis en grève. Et pour les battre, lui et ses successeurs en Saskatchewan ont rempli les avions avec des médecins du National Health Service en Angleterre parce qu'ils les payaient bien. Ils les amenaient ici. Wow. Il y avait des médecins. Mhm. Alors, c'était quand même quelque chose pour les socialistes de briser une grève, mais c'était une grève de médecins qui refusaient de soigner les gens parce qu'ils ne voulaient rien savoir de l'assurance maladie. Mais Donc, c'est vraiment des racines très profondes. et une fois que ça s'était établi, que c'était devenu une réalité, il ne doit pas que les libéraux fédéraux disent on n'aime pas ce qu'on voit avec le NPD qui arrive. C'est une idée tellement populaire. Donc, ils ont donné un mandat à un juge de la Cour suprême de s'asseoir, de regarder, de faire une étude de ça. Et c'est devenu une décision d'amener ça à travers le Canada Mhm. avec la loi canadienne sur la santé, en s'entendant avec les provinces. Assurance maladie au Canada, ils n'ont jamais eu aux États-Unis ce qu'on appelle Medicare. Pourquoi? Parce que c'était en réaction à un mouvement Mhm. qu'eux, ils voyaient traverser. Donc, le NPD avait des hauts et des bas, parfois très forts en nombre de députés. J'en ai bénéficié avec Jack d'un moment, la fameuse vague orange Oui, en 2011. oui. Mais c'est un mouvement à la base. Donc, ce n'est pas juste un parti politique, mais c'est un mouvement populaire, Oui. souvent avec une racine de croyance, de valeur. Mhm. Donc, cette partie qui était fondamentalement religieuse, mais on n'avait pas besoin d'être d'une certaine religion pour y adhérer, évidemment. Qui était collectiviste, en fait. Oui, En octobre 2009, vous déposez un projet de loi pour faire appliquer la loi 101 aux institutions oui, fédérales au Québec. oui. Est-ce que vous avez dû convaincre vos collègues? Non, pas vraiment. Parce qu'en 2009, on est avant la fameuse vague Oui. orange. Moi, j'expliquais ça d'une manière que tout le monde pouvait comprendre. C'est un parti pro-travailleur, Mhm. parti travailliste. Donc, je disais, écoutez, voici la réalité. Si vous travaillez dans un domaine de juridiction fédérale, vous n'avez même pas le droit d'exiger que votre employeur vous donne ses communications en langue française. Au Québec, je dis c'est une absurdité. Mhm. On Mhm. peut être d'accord avec ça. Donc, finalement, ça s'est fait dernièrement, largement basé sur ce modèle-là. J'ai bénéficié d'un appui d'un collègue de longue date avec qui j'avais travaillé au Conseil de la langue française, le regretter parce qu'il est décédé une couple d'années, un gars absolument extraordinaire du nom de Michel Sparer. Et lui, il a écrit dans Le Devoir une analyse de ce projet de loi-là, disant, ben voilà quelque chose qui est intéressant. Ça vient du NPD, un parti fédéraliste, mais qui est en train de dire qu'il faut amener ces éléments-là de la loi 101 au niveau Ouais. fédéral. Alors, c'est intéressant, puis ça a pris plusieurs années avant que ce soit accepté. Ouais. Mais finalement, pour les grandes entreprises qui relèvent du fédéral, que ce soit les chemins de fer ou autres, les banques, ben, c'est passé vraiment sans heurts. Alors, je suis très content d'avoir peut-être été un petit peu précurseur avec cette proposition-là. Mhm. Et donc, après survient ce que vous avez dit tout à l'heure, la fameuse vague orange qui balaye le Canada, qui fait du NPD l'opposition officielle. Oui.
103 députés, dont 59 qui proviennent du Québec. C'est une grande victoire. Qu'est-ce qui a expliqué, selon vous, ce succès? Ben, dans le reste du Canada, c'était à peu près égal à ce que Broadbent avait connu dans son élection. C'est l'arrivée des députés au Québec qui, évidemment, a tout changé. Donc, j'avais montré que c'était possible avec l'élection partielle. Oui, Quand j'ai été réélu en 2008, je devenais, par le fait même, le premier candidat du NPD à gagner un au siège Québec. dans une élection générale au Québec. Oui. Parce que Phil Edmundston avait lui aussi gagné dans une partielle sur la rive sud, mais il ne s'était pas représenté tellement qu'il était découragé parce qu'il avait vu au NPD. Il ne comprenait rien au Québec, ça ne les intéressait pas. Au lieu de lui faire une place de choix, c'était presque comme si il ne voulait rien savoir. Jack, c'était exactement le contraire. Déjà à sa première élection, avant que moi j'embarque, donc avec l'élection qui a vu l'arrivée de Harper en 2006, Jack avait déjà insisté auprès du parti, il faut mettre de l'argent, il faut parler avec eux. Puis il avait réussi à booster. Oui. Déjà, avant Mhm. donc c'était en train de montrer Mhm. que le NPD était à nouveau pour la première fois intéressé par le Québec. Mhm. Donc, qu'est-ce qui explique ici au Québec? Bon, je pense qu'il y avait une certaine lassitude avec le Bloc québécois. Mhm. Les gens roulaient leurs yeux en disant c'est tout le temps fâché, ça apporte rien de positif, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis arrivé Jack Layton, Oui, il y avait aussi le profil de cet homme-là. oui, Oui. oui, sa Mhm. manière. Mhm. Et c'était très positif. Et je pense que les gens sont très attirés par ça. Dire, OK, parle-moi de tes Ouais, trucs, tes ouais. politiques, tes orientations, tes idées, mais montre-moi aussi que tout n'est pas drame et drabe tout le temps. Et donc, ce qui est intéressant, lorsqu'on a balayé, même Gilles Duceppe a été évincé, puis l'élection après, quand le Bloc a quand même réussi à commencer à gagner plus de sièges, M. Duceppe s'était réessayé, donc c'était en 2015, puis encore été battu. Donc c'était comme si, cette époque-là, ils avaient tourné la Mhm. page de cet âge Ouais. j'oserais peut-être dire, c'était une attitude un peu hargneuse, Ah ouais, qui amer. Mhm. oui, amère est peut-être plus juste. Monsieur Layton décède et là, bon, évidemment, c'est la consternation parce que après cette vague et cet amour et ce grand succès, on il y a aussi une déception presque amicale, hein, presque personnelle des gens, même ceux qui étaient pas, Tout à fait. ben, c'était vraiment un homme qui était aimé. Il a été votre mentor et vous avez écrit qu'il vous avait beaucoup appris, Oh, ben oui, j'imagine, oui. mais surtout qu'il vous avait appris les bienfaits de parler avec les gens et avec les opposants, à vos projets, à vos idées, justement pour arriver à un consensus. Est-ce que vous trouvez que c'est une idée d'abord, est-ce que vous avez réussi à la mettre en pratique? Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qu'on fait plus aujourd'hui? C'est fascinant, justement, parce que c'était vraiment l'approche de Jack, parce que même avant d'avoir un siège à la Chambre des communes, il faisait déjà de la politique. Mmh. C'était un défi, parce que du côté conservateur, j'avais Stephen Harper, qui était quelqu'un d'assez cassant dans ses relations, bien qu'aujourd'hui, je lui parle, ça va très bien. Alors, c'était assez difficile d'avoir cette approche-là avec M. Harper personnellement, mais je dois dire que j'ai bien travaillé avec son ministre des Finances, Jim Flaherty, qui était un Québécois, Mmh. originaire de la Chine, donc des origines plutôt modestes, mais une bonne approche et facile de travail. Le côté libéral, c'était complexe. 2011, on était face au Parti libéral. Il y avait M. Ignatieff et il y avait vraiment très peu de liens. On avait essayé de se parler, mais à un moment donné, lui, il avait décidé qu'il allait battre Stephen Harper, qui était minoritaire, sauf qu'il ne nous avait jamais parlé. Mmh. Alors, on avait trouvé ça plutôt cocasse, qu'il pensait qu'il pouvait nous dicter Oui. comment on allait voter. Avant ça, on avait M. Dion, puis c'était assez difficile de commerce aussi. Donc, ça dépend des circonstances, Mmh. mais l'idée de Jack était quand même d'essayer de bâtir à travers les rangs et de tendre la main de l'autre côté. Mais je pense que cette attitude de Jack, au-delà de tout le reste, est ce qui a percé avec le public. Les gens Ouais. sentaient en lui quelqu'un qui ne pensait pas que lui, il avait la solution à tout, qu'il était prêt à travailler puis à écouter. Je pense que ça l'a toujours aidé. Et en fait, vous êtes devenu chef, du nouveau Parti démocratique? J'ai remplacé Jack en 2012. C'était une course assez difficile parce qu'il y avait des forces vives du parti, notamment un ancien chef avait eu une intervention ou deux qui étaient remarquées. Euh, C'était pas resté un problème. J'ai gardé un bon contact avec M. Broadbent après ça, mais ça m'a rappelé que ce mouvement Mmh. considérait que c'était un peu une chapelle fermée
et n'entraient pas qui voulait parce qu'eux, ils avaient mené des batailles par le passé. J'ai essayé de respecter ça, mais une des choses que j'ai décodées aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de gens dans le NPD qui étaient très confortables dans un rôle d'opposant, Oui. de proposant. Euh, les libéraux aimaient bien dire que les NPD étaient des libéraux empressés ou la conscience du Parlement. Moi, je répondais toujours, c'est parce que les libéraux n'ont pas de conscience, mais qu'il fallait quand même réaliser qu'il y avait la possibilité pour le NPD de former un gouvernement. Puis je me souviens, lors de la course à la chefferie, j'étais à Nanaimo, en Colombie-Britannique, samedi matin, quelques centaines de personnes rencontrent le candidat et tout ça. Puis en écoutant une femme parler, je me suis permis de le dire délicatement, j'ai dit, j'ai l'impression que ça vous fait peur, l'idée qu'on forme le gouvernement. Puis elle a pris le temps de répondre à la question. Elle a dit, oui, parce que le jour qu'on formerait un gouvernement, ça voudrait dire on est devenu des vendus. Je dis, le but pour moi, c'est que toutes les bonnes idées que j'ai entendues ici ce matin puissent devenir réalité. Et la seule manière de faire ça, c'est d'être le gouvernement, pas pousser quelqu'un d'autre de faire une ou deux de nos idées. Alors, c'était une différence de fond, mais ça m'a pris du temps pour réaliser jusqu'à quel point c'était une pensée répandue au sein du mouvement. Vous avez même essayé de proposer en 2013 dans un congrès de remplacer des références au socialisme, justement. Donc, avec toute la question de la communication et du vocabulaire, vous avez voulu parler plutôt de tradition social-démocrate. Donc, évidemment, ça doit heurter certaines personnes, vous venez d'en parler. Oui, effectivement, mais la terminologie qu'on utilise pour se décrire peut devenir une arme Oui. pour les adversaires. Mhm. Donc, même si les bases, ma propre démarche, quand j'étais dans le mouvement des étudiants du Québec, par exemple, socialiste était présumé. On avait des Mhm. boutons qui étaient écrits jeune socialiste et ainsi de suite. Ouais, mais quand on est jeune, c'est Ben, pardonné. c'est la terminologie qui sonnait mal pour des gens qui avaient Oui. souvent connu d'autres choses associées à ça, Oui. qui sont aujourd'hui au Canada, mais qui venaient de pays d'Europe Mhm. où ça n'est pas nécessairement quelque chose de progressiste. Donc, on a cherché une manière d'utiliser une autre terminologie. Et l'intéressant là-dedans, c'est que même si je ne suis plus là, ils n'ont pas tenté de revenir en arrière sur cette Mhm. Mhm. terminologie-là. Mhm. L'année 2013 sera marquée par la Charte des valeurs proposée par le Parti québécois. 2014, il y a l'attaque au Parlement, la polarisation des débats, votre proposition d'un réseau de garderies, d'ailleurs aussi. Mais l'attention se porte sur la prestation du serment et de services à visage découvert. Et la Cour d'appel fédérale vient d'invalider un règlement administratif interdisant le port du niqab durant les cérémonies. On parle du serment de citoyenneté, évidemment. Et certains observateurs vont dire que c'est votre position finalement qui a peut-être un peu fragilisé les suites pour le NPD. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'ajouterais un autre élément en 2013, justement au moment de la Charte des valeurs, parce que j'avais dit, avec un ami, Julius Gray, qui Mhm. avait accepté d'agir pro bono pour toute personne qui pourrait perdre son emploi suite à la Charte des valeurs de Oui. Drainville et de Pauline Marois, qu'on prendrait leur cause Mhm. gratuitement et que le NPD assumerait les frais. Mhm. Donc ça, c'était déjà remarqué. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de travail à faire pour amener tout le monde au même bord. De la même manière que j'avais dû travailler pour que les collègues du reste du Canada comprennent qu'il y avait des choses très différentes pour le Québec. Ah oui. Et avec cette question de la Charte des valeurs, nous, on voulait quand même poser un jalon en disant, ça passe pas ça. Mhm. Là, vous étiez en train de faire du populisme sur le dos de minorités. Mais il y a eu des bonnes discussions avec les députés et je me suis rendu compte que c'était un des rares moments où il y avait un clivage, pas sur les droits, pas sur le fond, mais politique. Parce que les députés québécois, même s'ils étaient d'accord sur notre prise de position, disaient, ça passe pas avec le monde dans mon comté. Mhm. Mhm. Moi, je vais payer un très lourd prix politique pour ça. Donc ça, c'était la première mouture. Il y a eu une première décision, comme vous Oui. dites si bien, en 2014. Mais celle qui était déterminante, c'était la décision qui est venue en septembre Mhm. 2015, en plein milieu de la campagne électorale. Et il y a eu du bon travail académique qui a été fait
par des gens qui ont décortiqué les chiffres. Il y a un papier dans une des plus grandes revues de sciences politiques aux États-Unis qui a été écrit par une équipe de McGill, qui a décortiqué l'ensemble des interventions médiatiques au Québec après cette décision-là. Et puisqu'on avait la plupart des sièges au Québec, c'est le NPD qui a été martelé, attaqué, bombardé non-stop par les médias ici au Québec. Tous les médias, que ce soit la télévision d'État notamment du côté francophone, mais tous les médias. Et donc, je sentais qu'on instrumentalisait, on utilisait comme outil, comme arme, les différences entre les gens sur la base de la religion. Et sont souvent des membres de minorités qui ont la moindre capacité de répliquer ou d'expliquer. Et c'est vrai que beaucoup de gens considèrent ça malaisant, que quelqu'un se voit le visage, parce qu'on mettait tout là-dedans. On disait, ben, c'est les hommes qui dominent dans cette religion-là, pointant du doigt, et toutes sortes d'arguments à l'emporte-pièce comme ça. Et c'était extrêmement difficile. Donc, cette analyse, parce que ce n'est pas juste une question de mon opinion, mais l'analyse objective faite par des universités de premier plan disait que c'est le NPD qui a payé le prix de ça. J'oserais expliquer aussi que pendant cette campagne-là, les libéraux et le NPD, on échangeait de première place. Oui. Fin août, là, on était peut-être un point ou deux en avant des autres jusqu'à cette décision-là. À mon point de vue, le deal était déjà fait. L'électorat canadien avait décidé de mettre dehors Stephen Harper et ses conservateurs. Ça, cette partie était claire. Ce qui était moins clair, c'est qui entre les libéraux et le NPD allait former le gouvernement. Oui, exact. Et donc, du moment que nous, on a été martelés dans les médias et qu'on a commencé à baisser de quelques points vis-à-vis des libéraux, les gens disent merci, on a compris le message, c'est les libéraux qui ont le plus de chances de battre Harper. Donc, il y a eu un mouvement de foule vers les libéraux, ce qui nous a coûté. On a réussi quand même en 2015 à préserver une quinzaine de sièges au Québec, ce qui était par rapport à un parti qui n'avait jamais eu de présence, c'était miraculeux. Mais par rapport à 59, évidemment, c'était extrêmement difficile d'accepter parce qu'il y a des gens vraiment bien qui avaient travaillé super fort qui ont été battus. Mais c'était quand même une réalité qui était assez évidente, la fracture là autour de ce sujet qui d'ailleurs fait encore... Il y en a qui savent il y en a dans la oui, vie qui savent qui jouer savent. dessus, Oui, oui, on en appelle ça en profiter. anglais wedge politics, hein, une politique de clivage. On se rend compte qu'il y a une différence, puis on le travaille, on travaille. Mais c'était notre responsabilité d'avoir une réplique à ça. Et c'était difficile, même si on essayait d'expliquer, tu es en pleine campagne électorale, les formules choc, les formules faciles, c'était martelé, martelé, martelé. Et c'était difficile. Vous avez dit quand même un peu plus tard qu'en regardant derrière, que vous auriez pu mieux formuler votre position sur le niqab, mais en même temps... Le bout que je pense me manquait, c'était d'exprimer une compréhension de ce malaise. Ouais. Parce que de la manière que je l'exprimais, c'était comme si je disais, ben, il ne faut pas être mal à l'aise. Ben, vous étiez en campagne Constater en même temps. que les gens le sont. Pas changer mon approche, mon opinion de fond, parce que je le vis trop. Je l'ai trop vécu, je l'ai trop vu. Surtout les minorités religieuses. Et je me suis battu pour les droits des minorités toute ma vie. Je n'allais pas devenir quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'on a fait ce qu'on a pu pour l'expliquer, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. En même temps, en campagne électorale, c'est difficile. Vous aviez tout un pays à parcourir. Oui. Au congrès d'avril 2016, vous constatez un peu la perte des appuis. Vous restez en poste pour unifier le parti jusqu'à l'élection du nouveau chef. Comment vous avez vécu ces moments? Bien, le moment même en 2016, c'était difficile sur le coup à Edmonton, mais de la même manière, je pense que ça aurait été extrêmement difficile si ça avait été très serré et que j'avais eu juste un petit peu plus que 50%. Les jeux de coulées auraient continué. Donc, ça avait au moins l'occasion. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à l'unanimité, c'est le caucus qui m'a demandé de rester. J'ai fait ça jusqu'à l'élection de M. Singh. Je ne suis pas parti tout de suite. M. Singh était, sauf erreur de ma part, élu à l'automne 2017. Je suis resté un autre 6 ou 8 mois. En février 2018. Oui, mais j'ai pu voyager un peu, faire partie de certaines délégations gouvernementales, chose pour lesquelles je n'avais jamais eu le temps avant. Et donc, ça, c'était très agréable. Qu'est-ce que vous envisagiez pour la suite? Est-ce que vous vous disiez, bon, j'attends une prochaine occasion et je me représente? Ayant déjà enseigné à l'université avant de faire de la politique, ça me tentait beaucoup de retourner parce que c'est une manière
d'être en contact avec les jeunes, leurs idées, les nouveautés, tout ça. Puis c'est aussi, ça donne juste assez de recul. On peut utiliser tout ce qu'on a appris en politique et en administration, mais juste garder un petit peu de réserve par rapport à la suite. Donc, je ne voulais pas devenir la personne qui critiquait ou qui observait mon successeur spécifiquement. Et donc, j'ai travaillé à l'Université de Montréal. J'avais eu des discussions avec différentes universités, mais l'Université de Montréal était vraiment formidable avec une maîtrise qui était déjà en environnement et développement durable, tout à fait dans mes créneaux. J'ai accepté, j'ai travaillé là-dessus pendant 4 ans, mais ça, pour moi, c'était salutaire parce que ça m'a donné une base et j'ai pu aussi découvrir que j'aimais ça, faire de l'analyse, faire du commentaire, pas nécessairement vis-à-vis de mon ancien parti, mais sauf que s'ils sont là-dedans, bien évidemment, ça en fait partie. Mais juste essayer avec ces décennies d'expérience d'avoir un petit peu de recul. Et vu que je n'ai plus de monnaie personnelle dans le pot de poker, c'est plus neutre, je peux regarder ça, parfois voir, ah, ben, il y a ça en arrière de cette idée-là, n'oubliez pas qu'ils ont déjà fait ça, mais, et donc ça me donne la capacité de rester actif dans la sphère publique sans avoir tout ce qui vient avec le travail en politique lui-même. Alors, pour moi, ça, c'est très agréable et pour la famille aussi, j'ose dire. Oui, j'imagine. Quel conseil donneriez-vous à une jeune personne qui voudrait commencer en politique aujourd'hui? En fait, une des choses que j'ai remarquées avec l'élection du gouvernement majoritaire de Harper en 2011, c'est que les jeunes n'ont pas voté, n'étaient pas impliqués en politique. Donc, quand je rencontre des étudiants notamment, j'insiste toujours qu'ils essayent d'assister à une réunion, de trouver une activité politique au niveau local, régional, municipal, provincial, fédéral. Intéressez-vous à la chose publique parce que les jeunes, ils sont très actifs, ils sont très conscients, ils sont super bien informés, beaucoup mieux que ce que j'ai vu dans aucune autre génération, mais ils délaissent la chose politique, disant que c'est pas eux, puis c'est pas leur manière de travailler, tout ça. Moi, j'acquiesce, j'accuse toujours le coup. Mais je dis, mais ça, c'est ça le système. C'est ça qui est en train de décider pour vous si vous n'êtes pas là. Alors, j'en fais mon affaire de les convaincre de s'intéresser à la politique. S'il y a un jeune qui a déjà fait une démarche qui dit, moi, ça m'intéresse, moi, je lui dirais de s'intéresser à sa communauté, de s'intéresser aux gens d'abord et avant tout, d'aller voir qu'est-ce qui est important pour eux autres, de ne pas se fier sur un programme d'un parti et ainsi de suite, d'aller voir ce que les gens ont dans leur trip, ont comme priorité. Et ça, c'est la chose la plus importante, d'exprimer ses propres priorités une fois qu'on a fait ça. Merci pour ces entretiens. C'était vraiment un plaisir de vous revoir. Qu'est-ce que vous ressentez en rentrant ici après toutes ces années? Un vrai pincement de cœur. J'étais oui? très émotif en passant la porte parce qu'effectivement, depuis que j'ai quitté mon rôle de député à l'Assemblée nationale, je n'avais pas mis les pieds ici. Donc, c'est des très bons souvenirs qui reviennent, mais beaucoup de souvenirs. Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous marque en particulier? Moi, je dirais que probablement la première fois que j'ai mis les pieds ici, parce que c'était impressionnant. C'était une institution que j'avais suivie, qui avait été importante dans ma carrière avant d'être politicien. Et donc, d'arriver ici, de faire partie de ça, de cette histoire aussi, ça m'impressionnait beaucoup, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. Ah oui? Oui.